Mesdames et messieurs, bonjour. Il est jeune, il est tombé dans la politique à bas âge, où c'est la politique qui lui est tombée sur la tête. Il est le fils aîné du leader politique disparu, le professeur Ibn Omar Mohamed Saleh, secrétaire général du Parti pour les libertés et le développement. Ces derniers jours, il est sorti de son silence en s'attaquant de front à la gouvernance du comité exécutif de son parti. Et depuis, une lutte feutrée s'est installée entre lui et le secrétaire général Mohamed Ahmad Al-Habbo. Qui a tort? Qui a raison? Nous accueillons Hicham Ibn Omar dans notre studio, le studio Salégawa, et dans notre émission Le Point. Bonjour, monsieur Ibn Omar. Bonjour. Ces derniers jours, on vous a entendu s'attaquer à la gouvernance du parti. Qu'est-ce qui se passe au Parti pour les libertés et le développement? Merci. Premièrement, je voudrais revenir d'abord sur l'interlude que vous avez vu. Qui a tort, qui a raison? La question, ce n'est pas de savoir qui a tort ou qui a raison. La première question, c'est d'être certain, de s'assurer en tout cas, que le PLD fonctionne et que le PLD soit préservé pour le futur. Ça, c'est la première chose. Donc, ce n'est pas une question d'avoir tort ou d'avoir raison. On est dans un parti politique et donc les opinions peuvent diverger. Mais maintenant, ici, moi, je ne parle même pas d'opinion. Nos opinions sont les mêmes. Il n'y a personne qui a tort ou qui a raison. Le problème, il est structurel. C'est un problème d'organisation. Et nous, on l'a relevé et le parti en lui-même ne se porte pas si mal. Mais il y a un problème structurel. Il y a un voile qui est là, il faut le lever, il faut le restructurer, tout simplement. C'est quoi le voile? C'est l'image qu'on a du PLD, c'est une image toute polie. Mais monsieur, voilà. On vous a entendu remettre en cause la gouvernance du parti. Mais évidemment, c'est ce que je suis en train de dire. Si vous remettez la gouvernance du parti, c'est qu'il y a des raisons pourquoi vous le faites. Évidemment. C'est quoi les raisons? Les raisons profondes sont celles que je viens de vous expliquer. Il y a un problème dans la structuration des organes de base, au-delà de la gouvernance en elle-même. Pour qu'il y ait une gouvernance, il faut déjà qu'il y ait des militants. Si les militants sont déçus, il n'y a rien à gouverner. Maintenant, on s'organise en haut. Évidemment, il y a un comité exécutif de 31 membres. Mais je vais vous dire, la réalité, elle est que ce comité exécutif se réunit tous les lundis. 31 membres. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas plus de 10 qui se présentent aux réunions. Mais depuis ma dernière intervention, il semblerait en tout cas qu'ils sont plus d'une vingtaine. Mais tout ça, si on s'arrête à cela, ça va dépérir et puis on va continuer dans ce petit voile qui cache la réalité. Si vous dites que sur une trentaine de membres, seulement 5 ou 6 qui se réunissent, ça veut dire que le quorum n'est pas atteint. Jusqu'à 10, bon, je dirais jusqu'à 10. Et que les décisions qui sortent de là sont presque illégales. Ah, ça, ce n'est pas à moi d'en donner la teneur. Mais vous êtes juriste. Évidemment, je suis juriste, mais je fais du droit des affaires. Bon, là, on rentre dans un autre débat. Maintenant, moi, mon problème, il n'est pas avec le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint. Dans ce comité exécutif, il y a des mécontents. Il y a des mécontents même dans ce comité exécutif, je suis désolé. Donc sur les trentaines? Mais bien sûr. Non, je ne me suis pas amusé à faire cela, mais il y a des mécontents. Bon, des mécontents, il y en a partout, mais je puis vous assurer que au sein du comité exécutif, ces questions ont été déjà discutées. Et il y a des mécontents. Donc, Hicham Ibn Omar n'est pas seul. Lorsqu'on parle de groupe de Hicham, c'est vrai? Non, pas du tout. Là, on va y revenir, probablement, j'aurai peut-être l'opportunité, vous me donnerez l'opportunité de m'expliquer. Cette déclaration que j'ai faite, elle a été spontanée. Elle était spontanée parce que il faudrait la dissocier en fait de la question de la structuration du parti. C'est toute cette malstructuration qui a entraîné cette déclaration. Mais Hicham, Ibn Omar, revenons, contextualisons. C'était le jour de la commémoration de la disparition du professeur Ibn. C'est ce jour que vous êtes sorti, une sortie, disons, fracassante pour remettre en cause ou pour critiquer la gouvernance.
donc l'organisation du parti. Pourquoi c'est maintenant que vous décidez de le faire? C'est pas la première fois que quelqu'un le demande. Ça fait 2 ans que plusieurs personnes le demandent. Et je viens de vous dire, au début de l'année, au sein du comité exécutif, il y a eu des discussions sur ces points-là qui étaient encore plus violentes. Hein. Moi je n'étais pas dans la violence d'ailleurs. Ces discussions-là étaient des discussions violentes, très violentes, où des gens même ont été indexés à ce que j'ai appris. Mais en interne, évidemment. Et donc, moi, je n'ai fait qu'être peut-être un porte-parole, sans m'en rendre compte probablement. Mais voilà. Mais la question, c'est que si vous agissez, c'est qu'il y a quelque chose derrière vous, il y a peut-être des gens mobilisés derrière vous. Non, je ne dirais pas ça. Vous ne l'avez pas fait comme ça de façon innocente, non? Ah oui, j'ai quand même pris 20 minutes avant de prendre cette décision d'aller parler ou pas. Ça, évidemment, je ne suis pas levé comme ça et j'y suis allé. Mais je ne m'attendais pas à venir devant la porte et faire une déclaration de 10 minutes. Monsieur, qu'est-ce qui vous donne la légitimité, vous, de parler? Parce que je suis militant du PLD et je suis membre du Conseil politique national, du parti. Est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes le fils d'eux, c'est pour cela que vous vous autorisez à sortir de cette manière et de critiquer la gouvernance de l'actuel secrétaire général? Bon, c'est ce que j'ai lu d'abord dans le communiqué, c'est ce que j'ai entendu dans certaines presses, mais soit, je suis membre de ce parti. Le fait d'être le fils d'Ibn Oumar n'y change rien. Je reste un militant comme tout autre. Et un militant, parce que j'entends aussi parler des textes, il faut qu'il soit droit dans les textes, etc. Mais les textes permettent à tout militant, quand il voit quelque chose qui ne lui plaît pas, de le dire. Et je puis vous affirmer ici que ça a été dit depuis plusieurs mois. Mais sans retour, sans réponse en fait. Il n'y a pas eu de réponse. Il fallait au bout de 20 minutes, et j'ai compris qu'il fallait faire une déclaration. Monsieur Ibn Oumar, vous pouvez voir la caméra ici et dire à vos militants et aux Tchadiens qui nous écoutent que vous êtes militant qui paye ses cotisations et que vous êtes à jour. C'est parce que vous êtes le fils d'Ibn Oumar, du défunt Ibn Oumar, qui vous autorise à attaquer l'organisation du parti. Est-ce que vous êtes en règle? Pour être militant, il faut être en règle avec son parti. Est-ce que vous l'êtes? En règle, c'est-à-dire... Ah, d'accord. Payer ses cotisations, oui. Participer aux réunions... Évidemment. Bon, on va y venir. Payer ses cotisations. À chaque fois qu'un appel à cotisation a été fait, j'ai payé mes cotisations. Regardez la caméra. Ok, oui, je vais regarder. J'ai réglé mes cotisations à chaque fois qu'un appel à cotisation a été fait. Ce document, il date de quand? Là, c'est 2017 et 2018, donc à l'époque où j'étais membre du comité exécutif, parce que j'ai été membre du comité exécutif également. Maintenant, encore une fois, je parlais de problèmes d'organisation. Il y a un secrétaire aux finances qui fait des appels à cotisation et son travail, c'est de faire les budgets et de récolter les cotisations. Lui, c'est son seul travail. Mais dans ce document... Attendez, lui, c'est son seul travail dans ce parti. Nous ne sommes que des militants. Nous avons d'autres tâches. Et lui, son travail, c'est de nous appeler et de nous demander de nous rappeler d'être à jour de nos cotisations. Maintenant, sur la question de participer aux réunions. Quelles réunions? Lesquelles? Les réunions du comité exécutif, vous avez... Je ne suis pas... Vous êtes membre du Conseil national... Attendez, je ne suis plus membre du comité exécutif depuis 2018. Je suis membre du Conseil politique national. Mais c'est durant ces années où vous étiez membre du comité exécutif que les gens se plaignent, ou les militants, les informations qui nous sont remontées, c'est que vous ne participez pas, vous ne venez pas. Je ne participais pas à la vie politique du PLD quand j'étais membre du comité exécutif. C'est ça que vous voulez dire? C'est ça. C'est incroyable. Que vous ne veniez pas aux réunions. Je vais regarder la caméra et le dire, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Mais qui a intérêt à mentir? Ah ça, je n'en sais rien. De toutes les façons, vous comprendrez, des échanges qu'on a là, ça c'est pas ce qui m'intéresse. Les mensonges, celui-là a fait ça, celui-là n'a pas payé ses cotisations. Ce qui m'intéresse, c'est que le parti fonctionne correctement. C'est tout ce qui m'intéresse. Apparemment, il ne fonctionne pas correctement. Il ne fonctionne pas correctement. Quelle solution? Mais évidemment, il ne fonctionne pas correctement. Quelle solution vous avez, vous? Mais la solution, elle est simple. C'est de restructurer les organes de base, de faire un travail de fond, de les mettre en place. Moi, j'ai un exemple, par exemple, dans les sous-comités,
dans les comités provinciaux, on a 13 membres dans un bureau. Mais c'est trop. Mais c'est trop, c'est difficile à gérer. On a des strates de bureaux, de sous-comités, mais ça, c'est fini ça maintenant. On est à l'ère du numérique, etc. On fait des bureaux restreints, les gens travaillent à fond, et puis voilà, on n'a pas besoin. 31 membres, comité exécutif, qu'est-ce que c'est? Distribuer des postes, limite, c'est ça. Ça n'a pas de sens. Est-ce que le groupe Hicham a des ambitions? Parce qu'apparemment, vous ne voulez pas tout nous dire là, mais vous avez un groupe derrière, des gens derrière vous. Il n'y a personne. Non, il n'y a pas de gens derrière moi. Non, je viens de vous expliquer que ce n'est pas une question de gens derrière moi. Vous comprendrez que c'est des militants. Il y a des militants déçus. Il y a des militants qui ne sont pas des familles, blabla. Mais là, on est dans une période charnière. Il faut qu'on se lève, il faut qu'on fasse les choses. À cause de la transition. Mais évidemment. Mais évidemment. Vous avez l'impression que le PLD dort? Non, le PLD ne dort pas. Vous, le secrétaire général du PLD dort? Il somnole, allez. On va utiliser somnole. Vous n'avez pas non plus l'ambition de diriger le PLD? Non, pas pour l'instant en tout cas. Pas pour l'instant? Pas pour l'instant. Ça veut dire que vous avez de l'ambition? Peut-être un jour, qu'est-ce que j'en sais moi, je suis jeune encore. Si un jour, dans 15 ans, 20 ans, j'ai l'opportunité de le faire, je le ferai. S'il faut bien faire les choses, pourquoi pas? C'est après avoir... Ou parce que je suis le fils d'eux. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est après avoir milité ou c'est parce que vous êtes le fils d'eux? Parce que j'ai milité d'abord. Moi j'ai milité et j'ai baigné dans ça. On va pas se cacher. J'ai pas fait le choix de mettre dans ces choses-là. Transition oblige. On est en pleine période de transition. Votre secrétaire général fait partie du gouvernement. Est-ce que vous êtes content de la participation du chef du PLD dans le gouvernement du Conseil militaire de transition? Ma réponse n'apportera rien, c'est trop tard. Mais bon, je vais vous répondre pour faire plaisir. C'est trop tard. Pas pour me faire plaisir à moi, mais il y est déjà. C'est pour que les Tchadiens comprennent. Mais il y est déjà, donc ma réponse n'apportera rien de nouveau. Est-ce que vous êtes d'accord avec la participation du chef de votre leader? Du PLD ou du chef? Du chef, donc non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Et je ne suis pas le seul à ne pas être d'accord. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas à y aller lui-même, tout simplement. Parce qu'il ne peut pas y aller, il ne doit pas y aller, il y a une raison, non, derrière ça? Mais bien sûr, il y a... Si vous interdisez quelqu'un... Non, on n'interdit pas, c'est un choix qu'il a fait d'y aller. C'est un choix qu'il a fait d'y aller. Mais vous n'êtes pas d'accord avec ce choix? Moi et plein d'autres gens, plein d'autres militants. Messieurs... J'espère qu'ils auront l'occasion de venir s'exprimer ici, mais ils sont nombreux. Mais ça serait intéressant que vous leur donniez tous les détails. Non, je n'ai aucun détail. Moi, je ne suis pas au comité exécutif. Il semblerait que l'entrée au gouvernement a été discutée en comité exécutif restreint, puisque les 31 ne viennent pas. C'est toujours les 5 personnes? Non, je n'ai jamais dit 5. J'ai dit une dizaine au maximum. 10 au maximum. Allez, 10, 9, 10. Donc le corps est atteint. Ils ont tout à fait le droit de s'organiser et de décider d'y aller. Donc ils ont décidé d'aller au gouvernement. C'est une question de penser, notre secrétaire général a beaucoup d'expérience par rapport à tous les membres du comité exécutif. C'est celui qui a le plus d'expérience. Ça c'est clair, ça. Personne ne peut lui enlever. Il a été ministre plusieurs fois, il a été ambassadeur du Tchad à Paris, donc il a beaucoup d'expérience. Maintenant, est-ce que cette opportunité n'aurait pas... est-ce que ça n'aurait pas été mieux d'envoyer d'autres membres du comité exécutif? Parce que je sais qu'il y en a qui ont la capacité de tenir différents ministères. Donc pour vous, il devait se consacrer à réorganiser le parti et laisser d'autres. Voilà. C'est là la plus grande divergence entre vous. Ça, c'est oui, des divergences, il y en a d'autres. Mais c'est plutôt des opinions, des divergences d'opinion. Il y a plusieurs sources qui disent que vous n'êtes pas non plus content du fait que le PLD avait 2 places dans le comité national de transition et qu'il s'est retrouvé avec une seule place. Oui, bon, ça, ce n'est pas... Bon, là c'est différent. Pourquoi vous n'êtes pas content? Non, ce n'est pas moi qui n'étais pas content d'abord. Il y a tout un arrondissement qui n'était pas content d'abord. Quel arrondissement? Celui où on est, c'est le deuxième ici, c'est le deuxième arrondissement, n'est-ce pas? Ici. C'est bien le deuxième arrondissement. Tout le deuxième arrondissement était vendu. Mais on ne les a pas entendus. C'est aujourd'hui seulement. Le voile, le fameux voile, ça doit être un voile de fer alors, ou d'acier, j'en sais rien. Est-ce que vous êtes en train de nous dire et de dire aux téléspectateurs que, comme vous vous attaquez à la gouvernance du secrétaire général, le secrétaire général est autoritaire? Qu'est-ce que vous insinuez par là lorsque vous dites que le voile, vous l'avez répété 3 fois,
le fameux voile, est-ce que c'est le voile du secrétaire général du parti qui a tout le monde sous ses pieds et qui tient son parti du main de fer ou bien? Oui, probablement, peut-être. Hein. Chacun a ses qualités, ses défauts. Mais vous devez en savoir quelque chose, vous êtes militant. Ah, je suis militant, mais j'y arrive. Mais il n'y a aucune communication entre les militants et l'exécutif. On ne et sait les pas. militants. Oui, c'est bon, ça fait 4 ans que je ne sais pas ce qui se passe. Je suis un simple militant. Il est membre du CPN, mais il n'y a pas eu du Conseil politique national, mais il n'y a pas eu de réunion. C'est quoi le CPN déjà? C'est le Conseil politique. Bon, en fait, il y a des organes un peu suprêmes, on va dire. Vous êtes membre? Je suis membre, oui. Il y a le Congrès, il y a le CPN et il y a le Comité exécutif. Il y a combien de personnes dans le CPN? 160. Et vous connaissez tous? Ah ça, je ne sais même pas qui est dedans. Pourquoi? Il devait y avoir la transparence, non? Ah, ça, c'est une question qu'il faut poser au comité exécutif. Parce Vous dites que vous êtes membre du CPN. Évidemment, oui, moi j'en suis Mais membre. vous ne connaissez pas qui d'autre est membre du CPN? Non, j'en connais quelques-uns qui sont, par exemple, les 31 qui sont au comité exécutif sont tous dans le CPN, dans le Conseil politique national. Maintenant, j'en connais 2 ou 3 autres, sans plus. Hein. Et les autres, qui les connaissent? Bah, le comité exécutif, probablement, il faudra en inviter un ici. Monsieur, revenons un peu au passé. Où en êtes-vous avec le dossier du professeur Ibn Omar Massali? En tant que famille ou en tant que parti? En tant que militant et en tant que famille biologique. Comme vous êtes les deux. Évidemment. Je ne l'ai pas choisi. Hein. Bon. Côté famille, et de toutes les façons, ça c'est ce que je répète à chaque commémoration. Nous, on a, dès que les procédures ont commencé au Tchad, le parti avait déposé une plainte, etc. À l'époque de Jean-Baptiste Lacour. On savait que ça ne fonctionnerait pas ici. Donc nous, on a trouvé un stratagème pour pouvoir transporter l'affaire en France. On y est arrivé. 2 juges d'instruction ont été nommés. On a eu l'appui de l'Assemblée nationale avec une résolution, etc. pour que justice soit faite. Notre avocat suisse, là, il le suit de près. Le problème, c'est qu'ils avaient envoyé une commission rogatoire au Tchad qui avait été rejetée à l'époque. Donc, du côté français, ils ont pu interroger tous les témoins, tous les gens cités qui sont français. Voilà, ça c'est fait. Parce qu'il y avait même eu une déclassification de certains documents secrets, confidentiels plutôt, le secret défense n'avait pas été déclassifié. Donc du côté français, nous on a dit. De toute façon, le crime de disparition forcée, il est imprescriptible. Maintenant, c'est le côté tchadien où moi sincèrement, j'y comprends rien du tout. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Concrètement, qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ce dossier-là? Parce qu'on nous dit qu'il y a un non-lieu et que il faudrait un élément nouveau pour que le procureur, parce que je ne sais pas si c'est un non-lieu, c'est le procureur qui doit rouvrir le dossier. Il y a la transition. Est-ce que vous avez relancé le dossier de la disparition du professeur? Non, ça c'est sur le côté parti, c'est au parti de le faire. Et c'est pour ça qu'on demande, on ne demande pas un congrès pour emmerder des gens. On demande un congrès pour organiser le parti, pour fixer ce qu'on va aller dire aux Tchadiens lors du dialogue national inclusif. Toutes ces choses-là, c'est des choses structurelles. Mais ça, le dossier Ibn Omar, il doit être discuté lors du dialogue. S'il n'est pas discuté, on va rendre dialogue pourquoi alors? Et d'ailleurs pour même d'autres dossiers, pas celui-là. Hein, moi, je vous repose la question autrement. Je ne pose pas la question parce que Ibn Omar est militant du parti ou chef du parti. Je vous pose la question parce que Ibn Omar était un citoyen tchadien. Alors je vous pose la question autrement. Je dis simplement, aujourd'hui, avec la transition, où en est-on concrètement avec le dossier du professeur? Qu'est-ce que vous en savez au jour d'aujourd'hui? Laissez-moi vous dire, c'est ce que je suis en train de vous répondre. Moi, je n'ai aucune information, à part celle que je viens de vous donner. Le dossier est entre les mains de 2 juges d'instruction français, avec de nouveaux éléments qui s'y sont rajoutés, donc de nouveaux témoins qui ont été entendus, donc du côté français. Maintenant, il y aura probablement des commissions rogatoires qui seront envoyées. Parce que, sans vouloir, avant de revenir, vous savez, quand la première fois on a déposé la plainte, ça a été très difficile. Vous savez, l'État français, donc le procureur, a fait appel. Donc c'était tout un combat pour y arriver. J'ai toujours dit, nous on a notre plainte en France, on va se tenir à cette plainte jusqu'à ce qu'on sache la vérité. Maintenant, si au Tchad,
situation a changé, évidemment, c'est pour ça que vous le dites. La situation a changé légèrement. Légèrement changé. Parce qu'il y a encore le dialogue à faire, on verra, on ne sait pas trop où on va. C'est après le dialogue, la mise en place d'institutions, etc., qu'on saura vraiment ce qui se passe. Maintenant, lors de ce dialogue, comme je l'expliquais, il est important d'en parler. Parce que c'est de parler de ce dossier, mais d'autres dossiers aussi. Tous les crimes, il faut en parler, mais c'est évident, ça, il n'y a pas de doute. Parce qu'on ne va pas se cacher. Dialogue, on ne dialogue pas, c'est pas juste un dialogue, comment dire, politique. Il faut aussi qu'il y ait une certaine réconciliation entre les gens, je ne sais pas. Les gens se font la guerre, détruisent tout et vont se rabibocher, je ne sais pas, dans le Golfe, je ne sais pas, en Afrique de l'Ouest, et puis revenir. Ça n'a pas de sens. Donc pour vous, ce dialogue, on doit en parler des crimes politiques qui ont... Aussi, oui. Il n'y a pas de... moi, lors de ma déclaration, je l'ai dit, moi je pardonne à tout le monde. Tout le monde, sans exception. Personnellement, moi. Je ne parle pas de ma famille, parce qu'au Tchad, on a aussi tendance à mélanger la famille, c'était qu'un. Non, différentes personnes. Moi, personnellement, je pardonne à tout le monde, sans exception. Mais je veux quand même... C'est-à-dire que vous aurez pardonné aussi au défunt maréchal? Je pardonne à tout le monde, mais ça, je lui ai même dit en face. Ça pas de... Et à son successeur, son fils? Mais son fils n'a rien à voir dans cette histoire. Il est président de la République, il doit avoir un mot... Non, il n'a rien à voir dans cette histoire. Là, on a un jeune qui a repris la transition, selon certains accords entre, voilà, avec les politiques et tout. Il n'a rien à voir là-dedans. L'État, c'est une continuité, non? Oui, mais j'y arrive. Et c'est quelque chose de spécifique quand même. Et c'est pour cela qu'il faut en discuter lors du dialogue. Et que toutes les parties prenantes, toutes les forces de ce pays, la société civile, tout le monde soit présent et que tout le monde ait son mot à dire. Parce qu'il y a des gens, en tout cas moi des gens que j'ai connus quand j'étais plus jeune, qui n'ont jamais peut-être osé parler de cette affaire, mais qui connaissaient Ibn Omar, par exemple, au-delà des considérations de parti, tout ça. Et moi, personnellement, je sais qu'ils le connaissaient, puisque je les voyais à la maison tout le temps, et qui n'ont pas dit un mot. Peut-être que c'est l'occasion pour eux de dire un mot, même un témoignage. Ce serait bien. Parce que c'est quand même quelqu'un qui a, au-delà d'être mon père, il a quand même travaillé dans ce pays, il a apporté beaucoup, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans la politique aussi. Même dans la politique, avoir des convictions pareilles. Et puis, le dialogue national inclusif, on ne va rien inventer. On va reprendre par exemple les accords du 13 août, les peaufiner un petit peu et les remettre sur la table. Donc toutes ces choses-là, et c'est des choses qui ont été construites par ce monsieur, donc je ne sais pas, c'est quand même, il faut lui rendre hommage. Et voilà. Raison de plus pour m'étonner du comportement de notre exécutif qui dirait que moi je viendrais perturber une rencontre. C'est quand même incroyable ça. Mais on prend pour le diable, c'est incroyable. Mais elle a été annulée, on a dit c'est à cause du groupe des Hicham. Oui, mais au début c'était pour des raisons d'organisation, ensuite c'est pour des... Je suis désolé, donc moi je suis le diable. Arrêtons un peu quand même, arrêtons. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas un diable, j'espère en tout cas. La question qui fâche, monsieur Ibn, vous êtes le fils aîné du défunt professeur Ibn Omar. Vous avez eu à collaborer avec l'ancien régime, presque tous les fils. Vous êtes revenu, vous êtes nommé à la banque SHT, et votre frère a été nommé à la et il y a des choses qui se disent. Voilà. Il y a des choses qui se disent. Les fils unis ont été achetés. Qu'est-ce que vous avez à dire aux Tchadiens sur cette question-là spécifiquement? Bien sûr. Bon, je ne vais pas parler au nom des gens, encore une fois. Et j'ai bien fait d'évoquer tout à l'heure ce truc du Tchadien, là, où on prend la famille. Moi, je suis quelqu'un d'indépendant. J'ai mon épouse, j'ai mes enfants. Je suis indépendant, j'ai ma vie aussi. Il y a des choses où on réunit la famille, mais il y a des choses, des décisions en tout cas qu'on prend de manière individuelle aussi. Moi, avant de rentrer au Tchad, j'avais une vie aussi, je vivais, mais moi je vais reposer la question. Excusez-moi, mais c'est ce qui semble un peu incompréhensible pour certains. Hicham, on le connaît, il est banquier, il vit sa vie. Pourquoi il a décidé de rentrer sous le régime de celui qu'on accuse d'avoir fait disparaître votre papa? Il y a beaucoup de gens, je connais des gens qui, quand ils parlent de ça, ils sont vraiment émus. Ils disent que les fils nous ont trahis parce qu'ils sont partis travailler sous le régime de celui qu'on accuse
d'être à l'auteur de la disparition de leur papa. Et il y en a même qui me disent, Bello, le professeur Ibnou n'est pas achetable ni vendable. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces gens-là? Bon, je vais leur répondre clairement. Hein. Moi, je n'ai pas été acheté. Pour preuve, je ne roule pas sous l'or, je vis d'un salaire. Depuis que je suis dans ce pays, moi quand je suis rentré, je ne travaillais pas. J'ai pendant 1 an et demi ouvert mon cabinet, je me débrouillais. Je vais dire clairement aux gens qui m'accusent d'avoir reçu peut-être quelque chose. Moi-même, je ne suis pas achetable, je travaille pour vivre. Je n'ai aucune richesse, ni au Tchad, ni à l'étranger, de richesse incroyable, mais je vais revenir sur quelque chose. Donc tout ce beau monde-là préférerait me voir, moi, qui me suis battu pour faire mes études et tout, aller travailler, être un numéro, aller peut-être faire carrière en Europe ou je ne sais où, et revenir ici à 70 ans avec ma canne. Jamais. Jamais. Ils peuvent être émus comme ils veulent, en sachant que j'ai compris qu'au Tchad, les gens s'accordent selon les convenances. Un coup, Allah Ja'ala, les musulmans, nous on est musulmans, Allah Ja'ala, même c'est chiites. Et dès qu'il s'agit d'emmerder quelqu'un, ben non, il faut les principes. Donc tous ces gens-là, je pense qu'il faut qu'ils reviennent à la raison. Avec tout le respect que j'ai pour eux. Moi, mon père, il me dit une fois, quoi qu'il arrive, moi j'avais l'intention de ne plus revenir dans ce pays. Je ne vais pas vous le cacher, j'avais des intentions, non, ce pays, je ne reviens plus. Quoi qu'il arrive, revenez ici. Ça, c'est sorti de sa bouche. Donc moi, j'ai travaillé un temps, j'ai pris de l'expérience, j'avais plus rien à apporter là-bas. Et donc je suis rentré dans mon pays. Ce petit pays, il appartient à tout le monde. Il n'est pas de question que quelqu'un vienne dire « oui, leur père a été là ». Non, c'est indépendamment. Tous ces Tchadiens qui vivent là, il y en a beaucoup qui ont eu des souffrances, des disparitions forcées, il y en a beaucoup. C'est juste que Newmar est emblématique, mais il y en a plein d'autres. Et leurs enfants sont ici, ils vivent. Ils vivent. La vie n'est pas ce que les gens croient. Mais les enfants n'ont pas été nommés après la disparition de leur papa dans les structures étatiques en guise de... Les gens ont l'impression que bien sûr, on vous a fait taire, on vous a nommé, on vous a donné en contrepartie de la disparition du professeur pour vous faire taire. Bon, je vais encore parler en mon nom propre. Hein. Vous savez, moi, malgré ma nomination, j'ai continué à participer aux commémorations et à prendre la parole. J'ai pris la parole à chaque commémoration. Il ne faut pas que les gens pensent que là, cette déclaration que j'ai faite ce jour-là, c'était la première fois. Mais à chaque commémoration, j'ai pris la parole. J'étais dans le panel et je prenais le micro et je disais ce que je pensais. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, être en France, aux États-Unis, à Dakar, en Afrique du Sud ou au Tchad, c'est pareil pour cette affaire. Puisque c'est entre les mains de la justice. Même si la justice tchadienne a failli, c'est entre les mains d'une autre justice étrangère, limite internationale. Et moi, je n'avais plus rien à faire en France. Moi, personnellement. Moi, je n'avais plus rien à faire là-bas, en France, au Luxembourg. Et ma venue ici, j'en suis tellement fier. J'ai appris beaucoup. J'ai appris sur mon pays, j'ai appris sur ma famille, j'ai revu mes amis. Et j'ai pu ramener ma mère pour l'enterrer au Tchad. Ça, c'était son plus grand souhait. Je ne l'ai pas enterré à Père-Lachaise, je ne sais pas où. Ouais. Donc sur cette question-là, moi je suis serein, et je l'ai toujours dit. Et ça, c'est ce que... Parce que je ne vais pas vous le cacher, moi, à mon arrivée, le comité exécutif du PLD m'a posé la question. Et donc je l'ai expliqué comme je vous l'explique là. C'est ça mon explication. Maintenant, elle peut plaire, elle ne peut pas plaire. Je suis ce que je suis. Moi, je pense encore aujourd'hui, à l'heure où on est, que j'ai bien fait de rentrer au Tchad. Et j'ai bien fait d'accepter d'aller à la Banque de l'Habitat, parce que moi je suis rentré en 2016, et 2016, la Banque de l'Habitat c'était en juin 2017, donc 1 an et demi après mon arrivée. Et moi je suis content d'avoir accepté, c'était un challenge, et cette banque elle fonctionne, ce sera une grande banque un jour. Voilà. Et j'aurais contribué à maintenir une banque dans ce pays. Voilà. J'aurais apporté ma pierre. Merci Hicham Newmar d'être passé dans notre studio. Mesdames et messieurs, on est arrivé à la fin de notre émission. Vous le voyez, Hicham, très tchadien.